Hey, c'est là pour Intimité Partagée, le podcast où je m'invite chez des gens pour leur faire parler de leur intimité. Aujourd'hui, je suis avec Louis. Coucou Louis. Yo. Yo, tout le monde s'est squeezé. Salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et non, c'est un podcast, putain, c'était une blague depuis le début. C'était un prank. Donc, Louis, est-ce que tu peux te présenter avant qu'on présente ton appartement? Du coup, je m'appelle Louis, j'ai 20 ans. Bientôt 21. Oh. Waouh, ça change absolument tout. Non, voilà, je suis en licence de lettres modernes, 3e année, à Bordeaux, en spécialité métier de l'écrit, donc dans la classe d'Ella. Et de Kenza. Ah oui, Kenza, si tu écoutes ce podcast, il a décidé de faire du passif-agressif en voulant être un meilleur hôte pour moi. Ouais, non, parce que, en fait, j'ai écouté, et vraiment, elle a dit c'est bien nourri, donc j'ai vraiment fait des cookies, exprès, voilà, par pur esprit de contradiction. Si tous mes invités veulent faire une compétition sur qui me nourrira le mieux, allez-y. Vraiment, pas de soucis. Après, je pense que je reste meilleur que tout le monde, du coup, mais voilà. Donc, ce podcast sera sous le signe de l'ego. Et de l'orgueil. Disclaimer. Ça risque de revenir très souvent. Donc, on va parler de ton appartement maintenant. Donc, moi, je suis assise sur ton lit qui est plutôt grand. Ton appartement est plutôt grand en Oui, règle j'ai générale. la chance. T'as beaucoup de chance. J'ai la chance de faire 1 heure tous les matins pour aller à la fac. Oui, ça c'est chiant par contre, ouais, on Oui. peut pas. Mais bon. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que t'as des Marvel, si tu veux le voir. Yes. Genre, t'en as combien? 4? 5. 5. T'as 4 Akira. Oui. Donc, manga, Marvel. Je vois d'autres mangas, mais je vois pas ce que c'est. C'est No Guns Life. C'est un petit Ouais. manga. Ok. Le Trône de Fer et une affiche de Game of Thrones. Donc, on Oui. est plutôt fan de Game of Thrones ici. Oui, plutôt. Sachant que c'est des livres que je n'ai pas encore lus. Voilà. Mais ils sont là. Et ils sont là au cas où. J'ai même des nouvelles de George R. R. Martin. Ah, trop bien. Oui, Je c'est savais juste même à pas qu'il côté. en avait fait. Je crois que ça s'appelle La Fleur de Verre ou un truc comme ça. Ah oui, des nouvelles, mais le livre est énorme. Non, mais c'est une compilation de nouvelles. D'accord, ok. Ok, je regarderai ça plus tard parce que c'est pas le moment en fait. Mais voilà, en fait j'ai beaucoup de livres que je n'ai pas lus. Ouais. Je connais ce genre de situation. Il y a aussi la carte de l'univers de ton roman. Ouais, mais c'est l'ancienne. Enfin l'ancienne. C'est la version... Ouais, c'est la 2e version je crois. Ok. Donc petit teasing, vous aurez bientôt un épisode plus court dans lequel Louis parle que d'écriture. Yes. Parce que j'essaie de faire des formats plus courts. Parce que ce format-là ne sera, je pense, pas hyper court. Désolé, les rageux. Petit disclaimer, cet épisode risque d'être long parce que Louis, quand il a accepté de faire cet épisode, depuis qu'il a accepté, me dit souvent la phrase « Bon, c'est con qu'on parle de moi ». J'adore parler de moi. Non, en vrai c'est vraiment juste par... Non, il y a une phase aussi où j'aime parler de moi. Mais c'est vraiment juste pour faire chier plus qu'autre chose. Oui, parce que dynamique conflictuelle aussi. Mais ça, c'est prévu, on reviendra plus tard là-dessus. Vous avez des teasings de tous les côtés. Je veux vraiment le règlement de compte. Ok, donc là par contre, pourquoi tu m'as dit ça? Ok, donc un appartement où t'affiches ce qui t'inspire quand même, où on voit tes influences et où on voit aussi tes projets et ce que tu fais. Ouais, mais ça c'est plus par souci de confort. Ouais. Parce que je ne peux pas tout accrocher et tout poser quelque part. Donc forcément il y en a un peu sur les murs. Mais voilà. Mais il y a aussi quand même pas mal de blanc, enfin genre le mur que j'ai en face de moi est totalement blanc. Oui. Est-ce que c'est voulu ou pas? Ouais, j'ai enlevé des trucs il y a pas longtemps. D'accord, ok. Mais voilà. Ok, donc ça c'était pour l'appartement de Louis. Ah oui, j'ai décidé de parler de suite de ça. Remise en question, c'est rapide. D'accord. Donc là, Non, on va d'abord parler de tes passions. Ok. T'es passionné par quoi? L'écriture. Déjà, c'est Ouais. voilà, le premier. Ça me passionne vraiment depuis que j'ai 10 ans, je crois. Donc ça fait à peu près 11 ans que j'écris. Et non, après, je dirais les séries,
beaucoup, parce que je trouve que c'est plus simple de développer quelque chose. Ouais. Enfin, avant, c'était le format visuel en fait des vidéos. Je passais beaucoup de temps sur YouTube. Et puis après, quand j'ai eu mon premier PC à moi, je passais beaucoup de temps à télécharger beaucoup de films. Et puis après, j'ai eu mon compte Netflix et j'ai téléchargé beaucoup de séries aussi en même temps. Donc voilà, en fait, j'ai un peu remplacé le format. Enfin, c'est l'évolution de la même chose que j'ai continué tout le temps en parallèle. Mais je regarde beaucoup plus de séries que je regarde de films par rapport à avant, par exemple. Mais du coup, voilà, ouais, le cinéma en vrai. Les, le... Ouais, un peu YouTube. J'ai passé vraiment beaucoup de temps sur YouTube. Du coup, ouais, en vrai, je pense que ça me passionne parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait un peu, pas mon enfance parce que j'étais déjà adolescent, mais avec qui j'ai beaucoup grandi. Euh, et je pense que, ouais, non, jeux vidéo, BD, manga surtout. Beaucoup de manga aussi. Et ouais, voilà. Je pense que c'est mes plus grosses passions. Ok. Est-ce que tu te considères comme sensible? Euh... Bonne question. En vrai, oui. Mais récemment, j'ai remis ça un peu en question en me disant peut-être que c'est juste moi qui me considère comme ça, mais genre qu'au final ça va, tu vois. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais C'est-à-dire? genre par comparaison, après par exemple avoir écouté le podcast avec Kenza, Ouais. j'étais en mode genre, la première fois que tu m'as parlé d'hypersensibilité, j'étais en mode ok, je suis comme ça. Et après, après il y a eu le podcast avec Kenza et j'étais en mode ok, donc vous êtes à un stade vraiment au-dessus de moi. Vraiment, genre, je suis pas non plus, genre, Oui, mais du j'en suis coup, très loin, tu ma vois. question c'était est-ce que tu es sensible, tu vois, pas est-ce que Oui, tu es c'est hypersensible. vrai. Bah, du coup, oui, je suis sensible. Oui, voilà. Ouais, Ouais. ouais. Parce que. Je pleure devant Monstres et compagnie. Donc tu es sensible. Ah, moi, c'est le bleu et le violet, ça me. Je dis ça comme si je connaissais pas le prénom alors que c'est vraiment Sullivan. Sully. Le bleu et le violet, putain. Est-ce que t'es à l'aise avec le fait de dire que tu pleures et le fait de pleurer? Ouais. Depuis, je dirais pas longtemps, mais ouais, en vrai, ouais. Parce que, en fait, récemment, je me suis rendu compte que bah, ça demandait de la force de pouvoir pleurer en public et de s'en foutre en fait. Parce que tu montres ta vulnérabilité à tout le monde et genre tu vas pouvoir l'assumer derrière. De mode ouais, bah, j'ai pleuré, écoute, enfin voilà quoi. Donc Enfin, ouais. la vulnérabilité pour toi c'est quelque chose de fort, Ouais, enfin bah pour moi d'extrêmement c'est de la force. sincérité, tu vois, genre Mm. quelqu'un qui pleure, c'est pas le mec chiant, enfin ça peut être le mec chiant en soirée, tu vois, mais genre c'est un mec qui est sincère, tu vois. Enfin, quelqu'un qui est sincère, pas forcément un mec, Qui n'importe fait qui tomber pleure. ses barrières, tu penses? Ouais, c'est ça. Pour Ouais. moi, les larmes, c'est vraiment quelque chose de très sincère et d'écroulement un peu. Mm. De j'en peux plus. Parce qu'en fait, il y a un truc d'impuissance, tu vois, avec les larmes, enfin quand tu pleures, c'est vraiment genre quand t'es au bout ou que tu peux rien faire d'autre, tu vois, genre, parce qu'en vrai, ça sert à rien de pleurer, tu vois, genre, c'est pas, ça va pas sauver tes problèmes de pleurer parce que voilà, enfin, peu importe le problème, quoi. Oui, mais quand tu regardes Monstres et compagnie, t'es pas à bout. Non, mais parce que enfin, bon, alors, mais il y a un truc qui me trigger absolument dans tous les films et dans tout ce que je regarde, c'est les relations père-fils, père-fille. Et du coup, voilà, ça m'émeut vraiment facilement. Et du coup, Monstre et compagnie, la relation Sully-Boo me termine. Pourquoi? Bah, parce que Boo est déjà beaucoup trop mignonne. Et Oui. c'est vraiment genre, ah, le seul humain mignon enfant, tu vois. Tous ceux qu'on connaît, ils sont soit chiants, soit mignons pendant quelques années et après moches. Et, enfin, en façon de parler. Mais, mais vraiment, enfin, je sais pas, genre, c'est vraiment, ouais, l'image de l'enfant mignon, quoi. Mais Dit comme ça fait très pédophile, mais. non, non, absolument pas. Mais pourquoi ça te touche autant, la relation Euh, père-enfant? en fait, genre, je pense que c'est parce que je l'ai souvent envié et que j'étais pas proche de mon père. Et, euh, et je suis pas spécialement maintenant, même si ça a beaucoup changé. Mais c'est un truc que j'ai tout le temps envié en fait. Et en fait, j'ai beaucoup eu d'exemples de. Parce qu'en fait, les gens, quand ils te parlent de leur père, soit ils te parlent de choses qui se sont mal passées,
Mais en l'occurrence, tout ce qui était collège et tout, c'était plutôt des trucs genre, ah, j'ai fait ça avec mon père, ah, j'ai été voir tel film avec mon père. Et moi, j'ai pas trop eu ça. Et du coup, je l'enviais un peu. Et, euh, et du coup, voilà, ouais. Enfin, je sais pas, genre, ça a tout le temps été un truc qui m'a un peu ému parce qu'il y a ce truc de. Il y a beaucoup de non-dits. Et par exemple, le film Le Juge avec Robert Downey Jr. est un film, je pense, qui me fait pleurer à chaque fois. Parce que il y a ce truc où c'est vraiment deux personnes qui se haïssent, mais qui s'aiment vraiment passionnément. Ben, encore une fois, la sincérité, mais du coup par la colère. Et du coup, voilà. Attends, c'était quoi le lien du coup entre le père et le juge? Parce que tu parlais de ton père et après t'as parlé de ce film. Ah, le juge, c'est parce que c'est un père et un fils. Ah, et c'est eux qui se Ouais, haïssent et et le d'accord. père est juge et le fils est avocat. D'accord. Et les deux se détestent, mais les deux sont dans le même milieu. Et du coup, voilà. Et il y a un truc de. Ils se détestent, mais ils sont plus proches, tous les deux, Hmm, que toutes les autres personnes de la famille autour du père. d'accord. Et du coup, ouais, tu parlais de la colère. Je Et t'en fais des transitions en or. ouais, tu me donnes des transitions en or. Mais en fait, je voulais te demander quelle est l'émotion qui prend le plus de place en toi. Et est-ce que c'est la colère du coup? Euh, En moi, je sais pas. Dans mes pensées, oui, Hmm, c'est sûr, parce que c'est un truc que enfin, j'aime beaucoup. Pas j'aime beaucoup être en colère, mais j'aime beaucoup le sentiment de la colère. Parce qu'encore une fois, c'est de la sincérité, je trouve. Mais en moi, je sais pas trop. Je dirais que c'est de Je dirais pas de l'empathie, parce que... parce que parfois, je peux juste en avoir rien à foutre des gens. hmm. Mais oui, je confirme. Et non, mais je sais pas. En vrai, je pense que j'aurais du mal à donner autre chose que la colère, même si c'est plus dans mes pensées Ouais. qu'en moi. C'est plus celle qui t'obsède, entre guillemets. Bah, en C'est vrai, ce que tu ressens. pendant un temps, c'était vraiment ce qu'il y avait tout le temps en moi. Genre, Ouais. fin de collège, c'était beaucoup de colère. Mais environ première, terminale, j'ai commencé à savoir gérer ça. Et maintenant, je dirais, je sais pas. En vrai, je serais incapable de dire exactement ce que c'est. Ok. Mais du coup, est-ce que tu peux expliquer un peu plus pourquoi la colère prend autant de place dans tes pensées? Euh, Parce que je trouve qu'il y a un vrai truc avec. Bon, déjà, dans les mangas, en vrai, la représentation de la colère, c'est quelque chose de. Souvent, soit élément modificateur, genre ça va sauver une situation, quelque chose comme ça. Euh, Soit. Enfin, ouais, en fait, si, c'est ça. C'est souvent. Et en fait, j'y vois une vraie forme de. C'est ce que je disais, de sincérité. Et il y a un truc où c'est vraiment genre. En fait, c'est que pour moi la colère genre injustifiée, je suis en mode ok, mais quand tu comprends pourquoi elle est là, Hmm. et par exemple, je fais pas trop d'exemples, mais par exemple, ça m'a beaucoup fait avec One Piece par exemple, Hmm. j'ai beaucoup dit par exemple, parce que quand le personnage principal qui est Luffy du coup s'énerve, euh, t'es en colère, mais t'es en colère genre avec lui, tu vois. Hmm. Et je sais qu'il y a d'autres personnes qui lisent One Piece et qui ont la même réaction que moi, parce que j'en ai déjà rencontré et tout, on a beaucoup parlé avec ça. Mais, euh, mais ouais, enfin je sais pas comment dire, c'est un peu genre tu prends un peu sa place et t'es en colère pour lui, pour les autres. Enfin voilà, genre c'est hyper beau et très prenant. En fait, il y a ce truc de d'être ouais, pris dans l'œuvre en étant en colère à la place et tout. Et du coup, voilà. Enfin, je trouve ça hyper intéressant à représenter. Ok. Ok. Est-ce que c'est quelque chose que tu recherches quand tu écris? Oui, Ouais. oui, oui, parce que déjà pour tout ce qui est. Quand j'écris de l'action, Hmm. euh, j'ai envie que ça aille vite. Enfin, pas que ça passe vite, mais j'ai vraiment envie que toutes les actions se passent très rapidement, qu'il y ait beaucoup d'actions, que ça soit violent. Et justement pour ça, j'ai besoin d'être en colère et dans cet état un peu d'énervement. Et du coup, ça fait une espèce de contraste où écrire c'est quelque chose d'assez lent, mais où dans ma tête ça se passe très vite.
Donc très souvent, je prévisualise mes scènes d'action. Et, enfin, les scènes d'action importantes en tout cas. Pour, pour vraiment avoir une image claire et pour en faire une description genre précise mais rapide. Et du coup, donc rester dans cette espèce d'énervement où moi je suis en colère. Et voilà. Mais c'est plus genre s'en servir comme énergie quoi. Ok. Et est-ce que c'est quelque chose que tu recherches dans l'art, dans ce que tu regardes aussi? Ou pas forcément? Un peu en vrai, ouais, en vrai si. Parce qu'un personnage, enfin, je trouve tout le temps qu'un personnage qui s'énerve, c'est un personnage qui est sincère. Ça te touche plus? Ouais. Est-ce que ça te touche plus un personnage en colère ou un personnage qui pleure? Les deux. Les deux parce que je trouve que... Enfin non, parce qu'en vrai, pleurer c'est quelque chose qui me touche, mais qui va moins me toucher. Enfin, un personnage qui pleure, ça va moins me toucher qu'un personnage qui est en colère, parce qu'en colère, il y a un truc de... soit tu l'attends, parce que tu l'as vu venir, et du coup, il y a un côté satisfaction d'arriver là où on a voulu t'emmener, et un autre enfin, quelque chose autrement... Enfin, je sais pas comment dire ça, en fait. Genre... ouais, il y a un côté un peu d'euphorie, en fait, en étant un peu pris dans la colère, tu vois. Là où quand tu vois quelqu'un pleurer, je peux pleurer, mais tu vois, faut qu'avant, il y ait eu plein de trucs qui me conditionnent pour que je sois en mode ok, c'est vraiment trop beau, genre vraiment. D'accord. Ouais. Donc plus la colère quand même. Ouais. Ok. Et est-ce que tu la retrouves dans tes proches, cette émotion? De colère. Ouais. Comment ça Est-ce que mon raisonnement c'est puisque ça t'attire dans l'art et que c'est quelque chose qui te touche, est-ce que tu penses être attiré par des personnes qui expriment cette émotion ou qui pourraient l'exprimer amicalement, amoureusement, tout quoi? Je pense pas. Je pense pas parce que justement, dans le social, j'essaye d'éloigner un peu la colère. Et du coup, généralement, je suis avec des gens qui sont assez calmes pour me calmer moi. Et alors que ouais. t'as pas forcément besoin d'être calmé, enfin tu l'exprimes pas. Non, mais parce que c'est un peu passif, tu vois. Mm. Genre, j'ai besoin d'être avec des gens, genre... si je sais que par exemple, mes potes de chez moi, Neuil représente, dédicace à vous. Et j'avais vraiment prévu cette dédicace, ok. Fais-toi plaisir. Les gars, je vais vraiment vous tanner jusqu'à ce que vous écoutiez de toute façon, donc voilà. Je sais De qu'on l'audience, de l'audience. on est 10, donc Moi c'est beaucoup dit ça. c'est déjà plus de la moitié. Bâtard. Non mais je sais qu'on a eu une phase où vraiment sortir du collège, on était une vingtaine dans mon groupe d'amis. Ouais. Et on était vraiment... En fait, c'était presque un enjeu de nous laisser dans une maison pour une soirée. Parce qu'on avait un délire de foutre le bordel et vraiment, mais c'était... Ouais. Mais vraiment, on avait vraiment beaucoup d'énergie et j'ai beaucoup aimé cette période parce qu'en vrai, c'était hyper fédérateur. Genre, ce qu'on avait tous ensemble, c'était trop fort. Genre, on se retrouvait en soirée et vraiment, j'ai eu des vraiment putains de soirées avec mes potes. Et maintenant, le groupe s'est beaucoup réduit, mais je suis devenu un peu plus calme et nos soirées le sont un peu plus. Et après, je suis moins présent qu'avant, mais. Ouais, non, si, on a vraiment eu des grosses soirées où c'était énervé. Et du coup, c'est pas ce que je recherche, mais c'est ce qui est arrivé. Enfin, genre, c'est ce qui s'est exprimé dans les soirées qu'on a pu faire. Ok. Mais pas parce que je l'ai recherché, juste parce que c'était comme ça. Et du coup, c'est quelque chose qui m'a plu. Mais voilà. Mais après, est-ce que tu penses que plus t'as grandi, du coup, plus tu t'es un peu détaché de ça et allé vers du calme, ou t'avais le parallèle où tu gardais cette énergie-là avec certaines personnes et un besoin d'énergie plus calme à côté? C'était un peu ça, jusqu'à. Je dirais en vrai jusqu'à cette année. Où justement, cette année, je commence à être beaucoup plus calme et être en mode.
ouais, venez, on fait rien, on reste tranquille. J'ai moins envie de sortir qu'avant, tu vois, par exemple. Ok. Est-ce que tu penses que c'est une forme de maturité ou tu le vois Je pense pas que sous ouais, ce je mot-là? pense que ouais, il y a un Ouais. truc comme ça, en tout cas, c'est sûr. Et, et ouais, non, si, voilà. Je suis plus d'avis de faire des trucs tranquilles avec mes potes que de faire des grosses soirées où on va tous se mettre une murge. Et tu penses que tu avais quand même besoin de passer par cette période-là? Ouais, c'est sûr. Mm. C'est sûr. J'ai beaucoup. En fait, mes potes, on sacralise n'importe quoi. On remplaçait l'image de ma famille pendant plusieurs années, où j'étais vraiment plus proche de mes potes que de ma famille. Et je pense qu'en vrai, c'est pareil pour plein de gens, mais je sais pas, genre du coup, je les ai beaucoup idéalisés. Mm. Et je commence maintenant à me rendre compte qu'ils ont. Enfin, à me rendre compte. À prendre de la distance avec ça et vraiment à faire attention à ça et me dire non, ils sont pas parfaits, ils ont des erreurs et voilà quoi. Enfin, ils ont des défauts et tout et voilà. Est-ce que tu penses que tu avais besoin d'idéaliser des Ouais, personnes? ouais, parce que j'avais besoin de me créer une famille de substitution, tu vois. Pourquoi? Bah, parce que je me sentais pas bien chez moi, mais ça, enfin, en vrai, enfin, grosse phase d'adolescence où genre en troisième, justement, j'avais des problèmes avec mes amis et au collège, je prenais vraiment cher. Et c'était presque un calvaire, genre vraiment d'être au collège. Ça me saoulait d'aller en cours. Quand je rentrais chez moi, je déchargeais un peu toute la colère et tout ce que j'avais pris dans la journée. Bah, par exemple avec mon père, où c'était très conflictuel. Et lui aussi est très impulsif, très sang chaud, borné, mauvaise foi. On partage ses traits. Et mon frère aussi, donc très vite ça éclatait. Et enfin voilà. Mais du coup, je me sentais. Enfin, c'est un peu ironique, mais je me réfugiais dans ma relation avec mes potes qui était malsaine à ce moment-là. Et du coup, j'étais dans cet équilibre où j'étais pas bien chez moi, j'étais pas bien au collège, et j'avais besoin d'être tout seul tout le temps, quoi. Et du coup, tu t'as grandi, enfin, t'as commencé à te construire parce que le collège, on commence à se Mais construire. c'était vraiment fin de collège, hein. C'était vraiment genre en troisième, quoi. Bah oui, enfin, Parce que, c'est là où on se construit. ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Dans un environnement qui était hostile de tous les côtés, du coup. Bah, que je rendais hostile. C'est moi Ouais. qui a fait que ma famille. C'est moi qui les ai mis à l'écart finalement. Et Est-ce que tu veux parler de l'hostilité du collège ou pas? Ou c'est sensible? on peut. Non, je m'en fous, moi. Ok, Je m'en fous là-dessus. donc t'évoquais que c'était dur, pourquoi? Parce que je prenais cher, je prenais beaucoup de vannes et j'étais très susceptible et j'avais pas encore la répartie que je peux avoir maintenant ou alors c'est très aléatoire quoi comme répartie. C'était vraiment genre en fait c'était vraiment la roulette russe où j'avais une chance sur deux, même plus que ça, une chance sur cinq de dire un truc pertinent et de vraiment rembarrer la personne en face de moi. Et toutes les autres fois, c'était plutôt des trucs de merde où je disais un truc et au final, je finissais juste par bafouiller, par peur et voilà quoi. Mais du coup, ouais, non, ouais, c'est vraiment ça. C'est moi qui rendais tout hostile. Tu remets la faute sur toi là, mais est-ce que tu penses que c'était quand même de l'harcèlement? Ah oui, non, en vrai, oui, mais il y avait une part de moi aussi. Tu vois, genre, c'est un peu une part où tout le monde au collège pour moi était débile. Mm. Mais pas mis à part moi, tu vois. Genre, même moi, mon comportement était très con. Et parce que je voulais être aimé, je voulais justement. Enfin voilà, c'est ça en fait, je voulais absolument être aimé, je voulais absolument rester pote avec les potes que j'avais. Et du coup, ça fait que j'essayais trop de ressembler à des gens plutôt que d'être moi-même et tout. Et c'est quand je me suis séparé de tout ce groupe-là que j'ai repris connaissance avec d'autres personnes et tout. Enfin, je me suis séparé. Là, comme ça, on dirait que c'est moi. Mais j'étais une victime. On m'a vraiment dit, casse-toi. Et genre, en vrai, non, je me suis retrouvé pas tout seul. Parce que justement, j'ai retrouvé une amie d'enfance. Et pareil, elle se reconnaîtra. Big up. Big up, hein, ils se reconnaîtront tous. Mais du coup, voilà. Et c'est comme ça que je me suis recentré sur ce que j'étais moi. Et qui était pas encore développé intelligemment, mais qui était quand même ce que j'étais. Et c'est comme ça qu'en fait, en fait, il y a eu un truc où je suis parti, enfin, où j'ai quitté le groupe du coup d'amis, et j'ai rencontré d'autres personnes qui étaient du coup des meufs. Et en fait, tous ces groupes se sont un peu reformés en un seul,
Et vraiment, fin d'été, en fait, il n'y avait plus aucun problème. Enfin, fin d'été. Début d'été, fin collège, il n'y avait plus aucun problème. Et on avait un groupe qui était avec vraiment beaucoup de cohésion. Et même s'il y avait quelques problèmes, parce qu'on est quand même sur une vingtaine de personnes, il y avait forcément des problèmes entre les gens. On avait quand même des moments incroyables et on passait vraiment toutes nos journées ensemble. Ok. Et est-ce que tu penses que cette expérience-là de fin collège, c'est ce qui t'a fait te tourner plus vers des amitiés avec des meufs ou pas? Je pense pas que ce soit ça. Je pense que c'est juste le fait que qu'une meuf n'a pas de problème à montrer qu'elle est sensible. Et que dans un milieu de mecs, on a moins la chance. Enfin, en fait, montrer que t'es sensible par rapport à un truc, c'est souvent donner l'accès à une blague des autres. Et si tu veux pas te faire aligner, bah t'en parles pas, quoi. Et très souvent, en fait, genre, si je voulais parler de trucs qui me touchaient, je parlais avec soit mon meilleur pote qui pouvait comprendre, parce que du coup il me connaît, soit du coup des potes meufs. Mais je pense pas que ça vienne de là. Je pense que c'est juste. Enfin, c'est juste comme ça que j'ai manifesté un besoin naturel où je vais plus facilement vers une meuf que vers un mec. Donc un besoin d'être écouté de façon sincère. Ouais, sans avoir besoin de se cacher derrière des blagues. Ouais. Ok. Parce que j'assumais. Enfin, après, il y a aussi une part de moi qui mettait ça, justement. Genre, moi qui assumais pas trop ce que j'étais, malgré le fait que je m'étais un peu recentré sur moi, j'assumais pas trop, et du coup, genre, plutôt que d'assumer ce que je suis auprès de mecs, j'allais voir des personnes qui comprenaient directement et sur lesquelles j'avais pas besoin d'évisquer, bien sûr, d'esquiver des blagues ou quoi. Où je pouvais juste être sincère directement, quoi. Ok. Mais du coup, c'est quoi C'est quoi le sujet de base déjà? Non, parce que genre tous les liens sont incroyables. Hein. C'est quoi ta façon de voir et d'exprimer la masculinité par rapport à ce que tu viens de dire ou si tu réfléchis un peu plus loin, tu vois, genre, parce que là, on parle d'un problème très très masculin, très très masculinité toxique, de pas pouvoir parler. Ouais, clairement. Et est-ce que toi, tu penses exprimer une autre forme de masculinité, du coup? Ouais, je pense. Bah, parce qu'il y a un truc où... Mais ça, en vrai, enfin, là, tu vois, c'était un peu les prémices, je pense, le fait d'aller vers une pote meuf, quand j'étais un peu plus dans le désespoir. Je pense que c'était un peu plus enfin, c'était vraiment plus les prémices de ce qu'elle allait être après, genre l'arrivée en elle, quoi. Où vraiment je me suis ouvert l'esprit et genre j'ai compris que euh, si je voulais parler, je le faisais, et où j'ai commencé à prendre confiance en moi surtout. Et oublier le regard des autres, ça surtout. Et du coup, j'ai vraiment perdu la question là. C'était la masculinité. Quelle masculinité t'exprimes Et du coup, t'es parti sur la L et ton épanouissement en L. Ah oui, oui, voilà, c'est ça. C'est vraiment genre à partir de là où j'ai commencé à être moi-même et à m'en foutre et à parler, tu vois. Si je voulais parler, je parlais. Ok. Et enfin, si je voulais m'exprimer, c'est ce que je veux dire par là. Et mais à côté de ça, genre là où mes potes de chez moi justement du collège, qui enfin voilà, sont maintenant beaucoup moins nombreux, on est majoritairement des mecs. Et à côté de ça, en fait, on est tout le temps resté proches, on l'est encore aujourd'hui. C'est vraiment genre mes potes de tout le temps, quoi. Mais il y a tout le temps eu ce truc de on est plus de mecs. Et tous les groupes d'amis que j'ai développés après la L, enfin à partir de la L, c'était vraiment genre que des meufs. Et après, ça vient du fait aussi que je suis dans un milieu féminin tout le temps. Ouais, les lettres. Ouais. T'as pas trop le choix non plus. Ouais. Mais non, mais c'est un truc en vrai qui me dérange pas. Parce que du coup, je me suis habitué. Et qui, au final, fait que je suis plus habile. Plus à l'aise à parler avec une meuf qu'à parler avec un mec, tu vois. Ah ouais? Ouais. Genre vraiment, arrivé en lettres, première année, je parlais avec des meufs normalement. Mais par contre, j'ai mis beaucoup de temps, dédicace à La Rochelle, hein, j'ai eu beaucoup de temps
à comprendre que je pouvais être ami avec un mec aussi en fait. Enfin pas le comprendre, mais à le faire. En fait, j'ai mis beaucoup de temps à aller naturellement vers un pote mec qu'il était devenu, mais parce que par lien en fait, parce que j'étais pote avec les meufs, et lui on était potes, mais parce que, par connivence, mais on avait vraiment, enfin, pas vraiment parlé et tout. Gabi, tu te reconnaîtras. Et au final, non, au final, c'est devenu vraiment un très bon pote, parce que, euh, parce que j'ai intériorisé ce truc où en fait on s'en fout quoi. Enfin, on s'en fout, genre, au final, ça reste la même relation, dans le sens où c'est une personne et voilà quoi. Mais du coup, t'as eu besoin de te dire ça par rapport aux mecs. Donc ça veut dire que ta norme d'amitié, c'est devenu les meufs. Et après, t'as Ouais, redû faire une transition pour retourner vers les mecs. ouais, c'est ça. Donc il y a vraiment une sorte de séparation mec-meuf dans ta vie, enfin dans tes amitiés. Hum, Dans mes groupes d'amis un peu, bah Ouais. du coup oui clairement parce que genre mes potes de chez moi c'est plus des mecs et voilà. Mais après tous les amis, enfin même si La Rochelle c'était vraiment kiff, on était quatre, il y avait deux mecs, deux meufs du coup. Mhm. Et donc c'était plus la balance entre les deux. Et où là cette année enfin je suis le seul mec du coup. Ouais. Mais mais non ouais genre ouais en fait j'ai dû, je sais pas exactement. Oh, t'es Ouais, pas obligé de savoir, tu non mais vois. si. Non mais en vrai, genre je me suis réhabitué à aller vers des mecs plus Mhm. naturellement. À La Rochelle en tout cas, ouais, c'est ça. Est-ce que tu penses qu'il y avait une période où t'avais vraiment besoin d'avoir que de la sincérité et donc du coup de rester vraiment qu'avec des meufs et de pas rencontrer de nouveaux mecs? Ouais, c'est sûr. Ouais, C'est c'est sûr, ça. c'est sûr. Mhm. Première aile, c'était vraiment ça. Parce que il y avait un truc en fait, c'est dans ces moments-là, enfin, c'est vers cette période-là que le groupe de 20 justement a éclaté, s'est séparé Mhm. en groupe de 10 personnes. Et c'est vraiment les personnes avec qui je suis le plus proche. Et c'est pas pour rien, hein, c'est parce que en vrai, pour moi, ça reste. C'est les gens avec qui j'ai tout le temps été pote, quoi, surtout. Et les autres, c'était plus des gens qui étaient en plus dans le groupe, avec qui j'étais ami, mais parce que on était une unité et que voilà, quoi. Mhm. Mais, euh, mais ouais, non, en fait, c'est vers ce moment-là, parce que c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'étais trop bien dans un groupe de meufs, parce que justement, j'assumais qui j'étais, et que bon, j'ai appris à ne plus avoir honte du regard des autres et tout, et juste de m'en foutre. Et du coup, bah, genre ouais, en fait, vraiment, période première et terminale, encore un peu même. Même si je commençais peu à peu à plus assumer le fait d'être avec des mecs. Et être en mode. À comprendre en fait que j'avais besoin quand même des deux. Parce que Ouais. enfin, j'ai tout le temps fait avec les deux en fait. Mhm. Et du coup, au final, genre comprendre que j'avais aussi besoin de ça. Mhm. Mais. Mais ouais, je viens de perdre exactement ce que je voulais dire. C'est insupportable. Non, je pense que là on a le point qui Ouais, est que il y a une période où t'avais besoin de plus de sincérité et en même temps tu c'est ça, as c'est ça. quand même besoin de tes amis mecs. C'est ça, en fait, ouais, c'est ça. C'est vraiment la période où j'avais besoin d'exprimer qui j'étais, et pour Ouais. ça, j'étais mieux. Et ça fait partie des choses qu'on s'est séparés dans le groupe de 20, c'est Mhm. que au bout d'un moment, plus personne ne sortait, dont moi qui était vraiment en mode. Sauf que j'ai pas envie de sortir avec vous, les gars. Tu sais, je sortais un peu, mais c'était plus pour faire des conneries tous ensemble comme avant. Ouais. Et c'était comme avant, mais très vite, en fait, c'est mort. Et je me suis rendu compte que c'est pas ce que je voulais, tu vois. Genre, juste, Mhm. je voulais faire ça, mais avec des gens avec qui je m'entendais vraiment bien et avec qui je pouvais être sincère, quoi. D'accord. Ok. Euh, ma question est un peu floue, mais Vas-y, parce que mes réponses sont floues de toute façon. mais parce que tout à l'heure je t'ai demandé du coup quelle masculinité tu pensais exprimer et on est parti vachement sur le besoin de sincérité Oui, et voilà. Mais je sais que ça se sent que tu as un besoin de sincérité et d'écoute, mais tu es aussi très derrière l'humour. Et ouais. est-ce que tu penses que ça fait partie de ta masculinité ou que c'est juste ta personnalité? Non, je pense qu'il y a un peu des deux. Ouais. Euh, il y a un peu des deux parce qu'il y a le besoin de faire la blague de trop, ça vient du fait que dans mon groupe de 20 justement j'avais besoin d'être aimé. Mhm. Je pense que enfin, pour moi je pense que ça découle de là. Pour attirer l'attention. Ouais, Mhm. ouais, ouais, genre vraiment c'est regardez-moi, regardez-moi. Mhm. Et en même temps ça me saoule
parce que plein de fois où je fais la blague de trop, je suis en mode ferme ta gueule, vraiment, arrête de parler. Et non, après, le besoin de sincérité, c'est ça que tu parlais? Attends, L'humour. c'est ça, c'est bien. Ok, très bien. Michel, c'est ça ton prénom? Très bien. Je suis là pour faire les liens. Ben, on a un panneau, hein. On a vraiment un panneau où il y a marqué, c'est lui qui a marqué hors Ouais. sujet connard. Moi j'ai fait des soleils autour des hauts parce que je trouvais ça trop violent, et à côté j'ai marqué The Point. Reviens to the point. Ah ouais, mais parce que je me connais, j'ai trop tendance à partir hors sujet. L'humour Ouais, par rapport à ta masculinité voilà, ok. ou à ta Donc je suis né à Cholet. Non, il y avait ce truc de besoin de faire des blagues tout le temps. Et après, je pense que c'est un truc que j'ai développé en étant en L, où j'étais très en retrait, justement, au début, parce qu'il y avait que des meufs, et je me sentais pas submergé, mais quand on est 4 mecs sur 40, tu vois, genre, il y a un moment où t'es en mode, et que les mecs, t'es pas forcément proche avec eux, tu vois. Et j'étais en mode, ok, tu vois, genre, des moments où tu deviens très vite en retrait Ouais. de toutes les conversations qu'il peut y avoir, ou même de la classe en général. Et ouais, en fait, il y avait un moment où j'ai développé pas une pertinence, mais ce truc un peu de... Bon, Adrien Méniel, on y revient, mais ce truc de sniper un peu de la blague, où je vais faire la blague au bon moment, juste quand il faut, et qui va très mal avec le fait de faire la blague de trop, mais qui du coup a fait que j'étais pas populaire dans ma classe, mais que je m'entendais bien avec tout le monde et que j'avais des problèmes avec personne. Et que quand je faisais une blague, enfin voilà, en fait c'était bien pris et que les gens rigolaient. Et du coup c'était un truc que j'ai développé après, tout seul, en m'affirmant, où vraiment genre j'avais plus peur de faire des blagues et de parler en fait surtout. J'avais plus peur de parler, en fait de me manifester et d'être... Ok, donc moi j'avais peur du coup que l'humour ce soit une façon de cacher ta vulnérabilité ou tes émotions, mais ça a plutôt l'air d'être un moyen d'y accéder, d'après ce que tu dis. Non, en fait c'est pas que c'est un moyen de... Non, en vrai je le cache pas du coup. Mais c'est juste que ça a tout le temps été un truc que j'ai développé à côté. Au début c'était un peu ça. Au début c'était vraiment genre... Enfin... Bah avec tes potes par exemple, mec. ouais, au début c'était vraiment ça. Fallait... Enfin voilà. Mais non, là maintenant je dirais que c'est plus... je sais pas, non, c'est un peu ouais, c'est un peu de la répartie, genre vraiment... peut-être presque réflexe en fait. Et parfois c'est pour détourner le... si, je sais pourquoi je voulais venir. Moment très important en plus. Non, il y a un truc de détourner le sujet de conversation, que ça soit en bien ou en mal. Soit détourner le sujet, par exemple. Donc le fait que je sois en retrait en fait dans ma classe de meufs, du coup, de L, ça fait que très souvent quand le sujet virait à la dispute, parce que en vrai, en oubliant les clichés, il y avait beaucoup de problèmes, beaucoup d'embrouilles, et vraiment, il y avait de nouvelles amitiés et de nouvelles embrouilles toutes les semaines. Et donc très vite j'ai commencé à être pote avec tout le monde et à prendre zéro parti. Et du coup ouais non, en fait j'avais... Enfin il y avait ce... Putain vas-y je voulais dire un truc bien. J'ai mon truc bien de côté, mais je voulais finir l'autre. Détourner le sujet, on en était là. C'est ça, voilà. Détourner le sujet de base pour... En fait, détourner le sujet de base, quand il me touche moi, et que je veux le faire devenir un peu plus sérieux, je vais d'abord faire une blague pour détendre l'atmosphère et même pour rire de moi-même en vrai, parce que je pense qu'en vrai c'est important. L'autodérision. Ouais. Tu penses que ça vient d'où de considérer ça important? Bah, je pense que ça vient de la L justement, et donc j'y viens. En fait ça vient du fait que j'avais vraiment une classe de dépravés. Mais vraiment, quand je dis ça, c'est pas genre c'était des gens, mais genre des cas, mais c'est juste que genre ils avaient tous des vies, enfin toutes du coup pour la plupart, mais des vies vraiment horribles. Et j'étais entouré, en fait mon groupe de potes c'était vraiment des filles qui avaient beaucoup de problèmes. Donc il y avait de tout, vraiment, problèmes d'argent, problèmes familiaux, problèmes de personnalité, mythomanie, enfin vraiment tout. Et en fait, très vite j'ai pris le rôle de clown
où en étant le seul mec d'un groupe de meufs, j'étais un peu la coqueluche, et pas Coluche, excellent. Et j'étais un peu la caution, genre de. Ah putain, je sais pas comment dire ça. De. D'étendre le truc, non? Ben, un peu éteindre les conflits avant qu'il y en ait, Ouais. mais des fois c'était pas possible, il y avait forcément des conflits dans un groupe. En plus, on était nombreux comme groupe de potes, mais il y en avait forcément, mais c'était éteindre les problèmes en fait. Genre les faire oublier aux gens et être drôle pour que ça leur fasse penser à autre chose. Et en vrai, j'ai pris ce rôle vraiment à cœur parce que du coup, genre très vite, mon groupe de potes meufs, de elles, c'est devenu toutes mes petites sœurs en fait. Et la terminale a été un peu compliquée parce qu'en plus, enfin, il y a ce truc de rivalité des filières. Et il y avait vraiment des gogoles dans les autres filières parfois. Et parfois, genre, mes potes prenaient cher et ça m'énervait vraiment. Parce que bah, du coup, je savais comment elles le prenaient. Et je savais que pour les mecs qui faisaient la blague, c'était justement une blague pour avoir plus de regard pour eux, tu vois. Enfin, c'était vraiment Un pour. pouvoir. Ouais, c'est ça. C'est. Mais enfin, de toute façon, pour moi, c'est assez simple. Genre, je crois que c'est Flaubert qui disait ça. Où il en parle, il dit tous les mecs qui te bisutent, collège, lycée, c'est des gens qui font ça pour l'humour. Parce qu'ils veulent attirer le regard des autres sur eux et donc jouer une position de puissance. C'est une réflexion que j'ai souvent eue avec Sarah, et qui m'a fait me méfier de toi au début, qui est que vraiment... C'est vrai que j'avais comme une croix gammée sur le front quand on s'est rencontrés, quoi. Donc... Voilà, qui est que vraiment C'est l'humour... horrible. C'est horrible parce que j'ai vraiment l'impression de faire la blague de trop à chaque fois, alors qu'en vrai, je sais que tu te retiens juste de rire. Mais oui, je peux pas éclater de rire parce que vraiment ça ferait des fréquences trop hautes pour ce podcast. Mais laisse-moi finir ce que j'allais dire. Vas-y, excuse-moi. Oui, avec Sarah, on a souvent fait la réflexion que souvent l'humour est utilisé pour prendre du pouvoir et que c'est subtil et que les personnes qui vraiment utilisent cet humour pour rabaisser ou pour se sentir un peu supérieur, c'est un gros problème. Ouais, bah ouais. Vraiment un gros problème. Et du coup, est-ce que toi et comment tu te différencies de ça? Bah en vrai déjà, ce serait long d'en parler, mais je pense que j'ai pas été genre oppresseur comme moi j'ai pu l'être, enfin oppressé genre collège et tout. Mais je pense qu'en faisant quelques blagues parfois, j'ai été dans ce cas-là, tu vois. Oui, mais pas, du coup de pas façon au ponctuelle. Point... Ouais, voilà. Voilà, mais jamais au point de harcèlement. Mais je pense que voilà, il y a quand même du mal que j'ai fait à cause de ça. Et genre en vrai, vexer quelqu'un ou blesser. Ouais, mais vraiment genre blessé et m'en vouloir, tu vois. Enfin, pas m'en vouloir sur le moment, mais m'en vouloir genre après. Par exemple, seconde c'est l'exemple parfait. Parce que justement, c'était le lycée, il y avait plein de nouvelles personnes, c'était 20 fois plus grand que notre collège. Et il y avait ce truc où genre celui qui était le plus drôle était celui qui avait le plus de regards. Et du coup, bah, vraiment en seconde, j'étais encore un petit con. Et du coup, je me suis un peu séparé de ça et j'ai utilisé l'humour autrement arrivé en première. Mais en fait, je pense que je m'en écarte par le fait que justement je fasse attention à ça et que je me rende compte de quand quelqu'un le fait sur d'autres personnes et que j'essaie de prendre sa défense. Oui, c'est sur ça que je voulais revenir, j'étais en train de réfléchir. Quand tu parlais de ton groupe de première, il y a un peu une notion de protection. Ouais, clairement. Et là encore, est-ce que tu penses que c'est dans ta personnalité ou c'est inhérent à ton genre? Le fait que tu sois le mec du groupe, donc tu dois être la personne qui va protéger. C'est caricatural, mais il y a peut-être de ça. Bah, il y a clairement de ça, c'est sûr. Ouais. C'est sûr. Et en vrai, ouais, il y a de ça. Je pense que ça fait aussi un peu partie de ma personnalité dans le sens où bah, toute la partie de ma vie où j'ai idéalisé mes potes fait que je leur ai donné beaucoup d'importance tout le temps dans ma vie. Et du coup, quand c'était quelqu'un, quand tu vois, genre quand ma pote, on se fout de sa gueule parce qu'elle a mis tel vêtement ou des trucs comme ça, et ben, je suis en mode, il vient d'attaquer ma famille, tu vois. Ouais. Genre, je me sens. Enfin, ça m'énerve profondément. C'est de l'impulsivité. Ouais, totalement. Et en vrai, ça m'énerve.
Et du coup, je vais réagir à ça. Et du coup, voilà. Après, au lycée, je réagissais pas trop, parce que j'étais encore un peu noyé dans la masse. Mais je sais qu'en vrai, ça me faisait réagir, quoi. Enfin, Ok. j'avais envie de réagir, tu vois. Ok. Donc là, j'ai voulu axer pas mal sur le genre. Et comment tu te sens dans ton genre? Est-ce que ça t'a déjà saoulé d'être un mec? Non. Non, parce qu'en vrai, en étant entouré de meufs, je me rends compte à quel point c'est dur d'être une meuf. Ouais. Et je m'en rends compte. J'en parle sans l'avoir vécu, mais Tu l'observes? ouais, j'ai été témoin de ça vraiment souvent et tout. Et ouais, non, maintenant, en vrai, je trouve que c'est pas horrible d'être une meuf, parce qu'en vrai, genre, je trouve qu'une meuf, c'est comme très gracieux, beau, Hmm. plus qu'un mec. Je m'écarte vraiment du sujet. C'est pas que tu t'écartes, c'est un peu caricature du genre, mais Ouais, clairement, c'est tu vrai. peux c'est vrai, finir ta j'avoue. pensée quand même. Non, j'avoue que c'est vrai. Je vais donc quitter ce podcast. Non, mais. À la première erreur, je m'en vais. Donc j'habite chez moi, donc c'est plutôt. J'habite chez moi. Ouais, c'est bien. Excellent, Très bon excellent. pléonasme, on est à 5h12 du coup. Putain. Non, ouais. Mais oui, de toute façon, je pense que t'allais commencer à t'écarter puisque t'allais partir sur ce que c'est d'être une meuf, alors que moi je veux que tu restes axé sur toi. Oui, oui. Non, mais c'est juste que, genre, en vrai. Justement, j'ai du respect. Enfin, j'essaye d'avoir du respect pour les meufs. Parce que justement, je considère que c'est dur. Mm. Et que. En étant mec, il y a plein de choses que je peux faire qui sont faciles, tu vois. Ouais. Genre, je peux me promener à 3h du mat dans les rues. Voilà, il y a plein de trucs que je peux faire qui font que, en étant mec, je suis plus libre, Mais après, on va tu dire. peux avoir des contraintes en étant mec, comme tu l'as dit avant, c'est plus facile de s'exprimer en étant une meuf. Ouais, mais finalement, tu vois, je m'en suis émancipé assez vite Ouais. euh, avant de vraiment me construire. Tu vois. Pour moi, la première, c'est vraiment déclic de qui je suis Mm. et déclic de ce que je vais être plus tard, quoi. Donc t'as enlevé ce truc qui pourrait te freiner d'être sincère, plutôt qu'en étant mal d'être un mec, juste en t'entourant de meufs, quoi. Et en Attends, acceptant d'être un mec qui s'entoure de meufs pour pouvoir être sincère, ouais, plutôt c'est ça. que de vivre mal le fait Ouais, de ouais. pas pouvoir être sincère. Je pense que en vrai, être un mec, justement, ça peut changer des trucs dans le sens où je suis un mec sensible et justement, je suis entre les deux. Genre, Mm. je suis entouré de meufs, mais j'ai aussi des potes mecs. Mm. Et du coup, ça fait que je suis un peu ce portail vraiment entre les deux, quoi. Ouais, ok. T'as l'expérience des deux en tout cas, C'est ça. t'es enrichi des Ouais, deux. ouais. Ok. Donc après le genre, ma transition me semblait logique quand j'avais préparé cette interview. Le chocolat. Donc. Le chocolat. Rien à voir. Putain, à mourir. Mais en même temps, comme on est parti du coup plus loin que ce que je pensais, je pense que je te poserai cette question plus tard et que je vais avancer dans l'interview. C'est très dynamique, chers auditeurs, vous voyez mon processus de création. Si tu veux, je peux te dire quelque chose de gênant, comme c'est de obligé de le couper au montage. Non, ne fais pas ça. Ouais. Vraiment. 3, 2. Oui, j'étais partie sur... Donc là, elle vient de couper. Vas-y, excuse. C'est pas vrai. Pire personne. Tout à l'heure, on parlait du fait que l'humour pouvait blesser. Ouais. Et t'as des dynamiques dans tes amitiés qui sont souvent basées sur l'humour. Enfin, moi, par exemple, notre amitié est basée sur ça. Ouais, c'est clair. Où c'est de l'humour qui pourrait blesser à chaque fois, parce Ouais. que c'est de l'humour très agressif. Ouais, clairement. Mais qui ne blesse pas, qui des fois blesse quand c'est mal fait. Enfin, quand on est vraiment vénère à la base. Ok, je dois le prendre comment. Non, mais Non, mais je c'est sais. arrivé Non, mais une ou oui, deux clairement. fois, tu vois, Ouais, ouais. de mon sens comme de ton sens. Mm. Et est-ce que c'est une dynamique que tu as souvent dans tes amitiés, d'avoir cet humour qui est très tacleur, très agressif, quoi? Ouais, je l'ai par exemple avec ma meilleure amie aussi. Ouais. C'est un peu ça. Mais comme ça revient très vite, en fait, elle aussi, elle a ce truc.
Genre, c'est vraiment genre. Très vite. Par exemple, si je m'énerve subitement, mais vraiment pour l'humour, elle va le faire aussi, genre un peu plus tard, ou à un autre moment qui a rien à voir en fait. Et en fait, je pense que je le fais, mais pas en sachant que justement ça peut être gênant pour la personne ou qu'elle peut mal le prendre. Parce que, si je le sais, mais genre, en fait, peu importe la personne que c'est, je vais quand même le faire, c'est ce que je veux dire par là. Ouais. Mais après, c'est ma façon de réagir au fur et à mesure. Si je vois que je l'ai fait une fois et la personne en question est forcément en mode ok, donc c'est vraiment un gros con qui vient d'insulter la personne que je suis. Oui, parce que je vais quand même donner un exemple. Cette semaine qui vient de passer. C'est déjà l'exemple dont tu vas parler. Oui, tu sais de quoi je vais parler. Excellent. Non, franchement, je n'ai jamais été aussi drôle. Tais-toi et laisse-moi parler. J'étais dans la salle de cours, Louis arrive, on s'était pas encore vu de la journée. J'allais lui dire bonjour, il m'a dit ta gueule et il s'est installé au fond de la classe. Et typiquement, je sais que c'est de l'humour parce que c'est notre dynamique et ça me fait mourir de rire. Et à la fin, en fait, ce qui me fait rire aussi, c'est le fait que ce soit inadmissible. C'est inadmissible de faire ça. Genre, personne d'autre ne pourrait me faire ça. Genre, ça pourrait être de l'irrespect, mais comme c'est inscrit dans notre dynamique, c'est pas de l'irrespect et ça devient quelque chose, enfin de la complicité même en fait. Ouais, clairement. Et est-ce que tu comptes t'excuser? Parce que tu devrais. Est-ce que tu penses que le fait que tu sentes que tu peux faire ça avec une personne, ça peut être ce qui va t'intéresser dans le sens je veux être amie avec une personne avec qui je peux faire ça? Ouais, de ouf. Ok. Si avec une personne je peux pas rigoler, ça va me saouler. Ok. En fait, je trouve que, je sais pas, genre, quand tu développes des souvenirs avec une personne, je préfère me souvenir des moments où on s'est tapé des fous rires, où on a fait des cons, ou des trucs des trucs d'euphorie, plutôt que des trucs de on a pleuré tous les deux à ce moment-là, ou des trucs comme ça, quoi. Oui. Mais pourquoi? Parce que ça pourrait être d'autres types d'humour, tu vois. Pourquoi cet humour-là plus agressif que d'autres types d'humour? Mais je pense que, je sais pas, je pense qu'il y a un côté violence gratuite qui me fait beaucoup rire. En vrai, c'est horrible, mais quand c'est avec des gens qui le prennent bien. C'est de l'humour noir en fait. Ouais, c'est ça, complètement. Et juste parce que l'humour noir me fait rire de manière générale. Après, je pense que en vrai, c'est un humour que je pense que je suis comme ça parce que voilà, j'aime bien, mais parce que aussi genre, c'est horrible ce que je vais dire, mais genre, c'est gage d'intelligence, tu vois, à mes yeux. Si pour moi t'es capable de rigoler à ça, c'est que t'es capable de prendre de la distance avec tout ce qu'on peut dire. Ouais. Et donc potentiellement de réfléchir sur des choses, et donc on peut avoir des discussions genre très sérieuses, là où 2 secondes avant on s'insultait, tu vois. Après, ok, je vois que tu rapproches ça de l'intelligence, c'est une certaine forme d'intelligence parce que tu peux être très intelligent et être trop susceptible pour ça. Moi je sais pas pourquoi je tolère ça, hein, parce que normalement je suis vraiment le type de personne où ça le fait pas. Genre, tu m'aurais fait ça il y a 3 ans, je pense qu'on n'aurait pas été amis. Après, je pense qu'il y a 3 ans, en vrai, j'aurais. Je sais pas. Je sais pas si j'aurais fait ça. Non, mais tu vois ce que je veux dire, genre, dans le sens où. Je sais pas, je trouve que c'est intéressant de réfléchir à ça, de pourquoi ce type d'humour-là ça marche. C'est peut-être aussi, genre, vraiment le truc de ça pourrait ne pas passer et le fait que ça passe, ça le rend drôle. Ouais. Cette dynamique-là de on est quand même sur un entre-deux, ça peut vraiment se casser la gueule. C'est un peu un truc de. J'allais être hyper spontanée, j'allais dire c'est un peu un truc de dépressif. Mais c'est un peu un truc de. Je pense, de personnes qui. émotives quand même de base. Oui. Faire ça. Oui, je pense aussi. Parce qu'on a entre 2 personnes sensibles qui pourraient. Toi, tu disais que t'étais hyper susceptible avant. Ouais, moi, je suis toujours très très susceptible. Bah, maintenant, en fait. Du coup, ce truc d'être en L et de prendre du recul avec toutes les situations de tout le monde, donc ce truc où je disais qu'il y avait des embrouilles tout le temps, en fait, ça a fait que j'ai réussi à prendre du recul sur les choses. Et je pense, première année de lettres,
j'étais encore dans ce truc de un peu susceptibilité. Ouais. Et il y a eu un moment, une césure, où genre il y avait trop de trucs qui me saoulaient. Et en vrai, c'était vraiment une période genre ouais, fond du gouffre quoi. C'était genre. J'étais vraiment avec une fille que j'aimais pas. Enfin, on s'aimait pas. Elle me saoulait. J'étais avec elle dans un groupe justement de travail, donc ça aidait pas. Sa pote, on s'entendait pas non plus. Donc en fait, elle me mettait la pression pour le travail en question. Moi, j'étais juste séparé d'elle. Et donc je voulais vraiment pas la voir. Et du coup, genre, ça a fait que il y a eu un moment où je me suis affirmé en mode ok, non, c'est bon. Tu me parles plus jamais, meuf. On se parle plus jamais. Je veux plus jamais voir ta gueule. Et vous savez quoi, le dossier, si moi je travaille pas assez vite pour vous, rendez-le sans moi. Je rendrai un tout seul, comme ça vous serez mieux, je serai mieux et tout le monde est content. Et au final, c'est ce qui s'est passé. Et c'est comme ça que je me suis émancipé de tout ce qui me faisait. Tout ce qui était un poids. Et c'est comme ça que j'ai réussi à mettre de la distance avec ce que je ressentais. En me disant, ok, ça c'est chiant, ça dégage, et maintenant tu continues à kiffer ta vie parce que voilà quoi. Ouais, donc là le lien c'est vraiment, c'est parce que t'as ressenti des choses chiantes que t'en es arrivé à avoir besoin de distance et à aimer cette forme de distance quoi envers tes émotions. Ou envers toi-même. Parce que, enfin je veux dire, on a des gros égos. Des gros Lego, on joue au Duplo souvent. Dit comme ça c'est très... Mais du coup ça marche pas parce que si tu dis Lego, oui ça passe, mais là j'ai dit des égos, du coup ça marche pas. Tu feras cette blague plus tard, je reparlerai de Lego plus tard. Ce sera peut-être coupé. Donc salut, on se retrouve pour un nouveau. Mais Kenza, je suis meilleur que toi niveau accueil. C'était gratuit. Oui, c'est vrai. C'est encore très gratuit. Je lui paierai un café à mon repas. J'espère. On verra, tu lui en parleras directement, je ne veux pas. Elle va sûrement me détester. Ouais, on va conclure ça. Oui, parce que ça fait quand même un moment qu'on en parle. Oui. Besoin de distance. L'humour noir, ça permet de montrer aussi qu'on a une distance par rapport à soi-même et aussi de montrer qu'on gère un peu son ego. Pas juste par rapport à soi-même, par rapport aux choses en général, tu vois. Aussi, ouais. Ouais, de pas tout prendre à cœur en fait. Ouais, c'est ça. Ça va prendre mais je trouve ça vraiment paradoxal. Dans le sens où t'es susceptible. Mais dans le sens où je prends absolument chaque truc à cœur, le fait que je fasse tomber un stylo par terre, ça peut me tenir à cœur. Et moi, ça peut vraiment me faire beaucoup rire de moi prendre ça à cœur. Mais bon, on fera ça dans mon analyse personnelle, j'y arriverai si tu veux, je ferai ton interview, toi. On fera une interview que autour de ça. Comment tu fais pour prendre... Et je parlerai de moi dans ton interview. Tu serais vraiment capable. Non mais jamais tu m'interviews toi de toute façon, tu fais pas mon interview du tout. Sans vouloir te vexer du coup. Oh, c'est trop tard. non mais pas de mal. Mais du coup, est-ce que tu retrouves ce type de dynamique en couple ou absolument pas? Comment ça, l'humour noir tu veux dire? Ouais. Non. Ouais. Non. Donc c'est vraiment qu'envers tes potes? Ouais, de ouf. De ouf. Ok. Tu sais pourquoi? Non, je sais pas. En vrai, je pense que c'est parce que... je sais pas, juste j'étais plus proche de mes potes. Et du coup, ça fait que... arriver en couple... Non, en fait, non, je sais pas. Vraiment... Aucune idée, en vrai, c'est comme ça, genre... D'accord. Enfin, c'est comme ça que j'arrive. Peut-être parce que... j'étais avec des... Enfin, jusque-là, j'ai été qu'avec des gens qui étaient pas dans cette dynamique. Et que du coup, voilà. Après... Oui, tu penses que ça pourrait arriver. Enfin, peut-être, ouais. C'est une règle générale. Ok. Parlons de suite de Lego, hein, puisqu'on y était. Et pas des J'allais pas faire la blague, tu peux continuer. Il me coupe la parole. Oh, putain, j'avoue. Et ça, par contre, en vrai, il doit y en avoir tellement sur tout l'enregistrement. Je dois te couper la parole 20 fois déjà. En vrai, moi aussi, je te coupe un peu la parole parfois. Oui, mais toi, c'est normal, c'est ton podcast. Ben non. Le principe de ce podcast, c'est que... Oui, mais t'es censé me cadrer. Que je t'écoute. Je viens de te couper la parole. Oui. Est-ce que... comment tu vis le principe de mansplaining? C'était pas du tout sur ça que je voulais partir, oui. mais... Oui, c'était vraiment très spontané. Je pense que le fait que je sois dans l'humour quand je fais ça, en général, quand je coupe la parole, c'est pour être dans l'humour. Ou alors dans la réaction spontanée. Et quand on parle de quelque chose de sérieux, en général,
quand c'est pas dans l'humour, soit je m'excuse immédiatement, soit j'essaye de justement faire quelque chose d'assez court. Mais ouais, non, quand le sujet est sérieux, j'essaye vraiment de pas trop couper la parole Ouais. et de faire attention à ça parce que je sais que j'ai tendance à beaucoup le faire. Mais du coup, enfin que le sujet soit sérieux ou pas, tu prends de la place. Oui, clairement. Clairement. Et pourquoi? Je sais pas pourquoi. En vrai, je sais pas. Je pense que. Je sais pas. Pour moi, ça a pas tout le temps été comme ça. Et du coup, c'est peut-être par rapport à ça. C'est parce qu'avant, genre, j'étais effacé. Et peut-être que par envie que ça change, Mm. j'ai commencé à faire ça. Après, voilà. En vrai, j'aime toujours aussi peu. Enfin, l'avantage, c'est que je suis bien entouré en fait. Genre, j'ai vraiment des amis où quand je leur coupe la. Amis ou famille même, quand je leur coupe la parole, ils vont pas se blesser, enfin, être blessés par ça. Mm. Et soit écouter, soit me dire attends, je finis et tu peux continuer juste après, tu vois. Oui. Et Puis il y a aussi ce truc de quand on te connaît, on est obligé de plus s'affirmer plutôt que de se vexer en boucle, quoi. Tu vois ce que je veux dire? bah, c'est très beau ce que tu dis. Putain, je viens de trouver une nouvelle utilité à ma vie, nickel. Ok. Que tu aides les gens à s'affirmer? Ok. Peut-être, ouais. Donc je serais conseiller d'orientation, putain. Le lien, très évident. Paysagiste. Mais Non, ouais, dans le sens où moi, vraiment, mon amitié avec toi m'a permis déjà d'accepter d'être en colère. Soit Ouais. tu parles sans que toi tu sois en colère, parce que vraiment, on parle de colère, mais Louis n'est presque jamais en colère. Enfin, je t'ai jamais vu vraiment Alors, en colère. ça c'est un truc auquel je fais très attention. Ouais. Je veux pas qu'on me voit en colère, genre j'aime pas ça. Parce que justement, enfin, presque, enfin, il y a un côté justement de sincérité et j'ai pas envie qu'on me voit comme ça. Mm. Et de toute façon, pour l'instant, genre, enfin en tout cas cette année, ça a jamais été le cas et il y a jamais eu de journée où j'étais trop vénère. Et quand je le suis, en général, soit je le dis, soit que je l'exprime, enfin, soit j'exprime pourquoi je suis en colère. Mm. Et du coup, en général, non. Voilà. C'est plus Genre que de maintenant, l'impulsivité. ouais, c'est ça. Maintenant, je sais la gérer en fait, surtout. Mm. Ok, et je finis ma phrase du coup. Vas-y, excuse-moi. Non, pas de soucis. Non, c'était bien de développer sur ça parce qu'on l'a pas dit et les gens pourraient croire que t'es genre colérique et que ça se voit, alors que Bah. vraiment très peu. Enfin, si on le sait pas, Oui, on peut oui, pas c'est vrai. deviner Mais que parce c'est que ton émotion, quoi. je l'ai été très souvent et que maintenant, c'est un truc que j'utilise plus Mm. que je le subis en fait. Ouais, ouais. Quand je parlais de colère pour, Pour écrire. pour Ouais. écrire comme énergie, genre voilà. Écoutez le podcast hors série sur mon écriture, sur moi et moi. C'est bien, la troisième fois qu'on le rappelle. Du coup, mon Ça amitié à toi, mon amitié à toi. Mon amitié avec toi m'a permis du coup de me rendre compte que être vénère c'est possible. Et aussi m'a vraiment permis de m'affirmer dans le sens où si je te dis pas de m'écouter, tu vas pas m'écouter. À part si c'est sérieux de suite et que j'en ai Ouais. besoin, tu vois. Ouais. Mais dans une discussion random ou dans des discussions où on partage des anecdotes, je sais que t'as vraiment un rapport à l'anecdote qui est très... ben là, ça se voit dans cette interview. Ouais. Qui est très... Tu réfléchis par anecdote, quoi. Et ton passé a beaucoup d'importance. Et je sais que si je me laisse faire en général, ou si j'abandonne, genre je vais plus venir se raconter sur ce que je voulais dire de base. Ouais. Donc ça me permet aussi de m'accrocher au fait de si j'ai quelque chose à dire, je le dis. Et ça me permet aussi de différencier de si ce que je voulais dire, je voulais vraiment le dire ou si c'était pas important et juste je décroche et je laisse. Ok, je vois ce que partir. tu veux dire. Je sais plus pourquoi je dis ça. Tu parlais de t'affirmer. Oui, que tu permets aux gens de s'affirmer par le fait de prendre beaucoup de place. Je sais pas du coup si c'est quelque chose de bien ou pas, je pense que de toute façon on s'en fout. Enfin, il n'y a pas de bien et de pas bien, c'est juste comme ça que t'es. Mais du coup, je voulais parler de l'ego. Et comment tu définirais ton ego? Il lève la main, t'es en train de lever la main. Oui, parce que je voulais vraiment. En fait, je voulais pas te stopper parce que je trouvais ça bien ce que tu disais. Et genre, quand tu parlais de l'énervement, rappeler que non seulement. Je sais plus ce que tu disais exactement en plus. Tu parlais d'énervement, tu disais par rapport à ta colère à toi, que tu pouvais être énervé. Je crois que c'est ça que t'as dit. L'affirmer. Ouais, Enfin, c'est ça. montrer, quoi. L'affirmer. Et en fait, surtout pour moi, c'est important de s'énerver et de laisser exploser plutôt que d'attendre pour que ça explose plus tard. Ouais, c'est ça. Parce que
mon meilleur ami m'a dit un jour, Nico dédicace. Anecdote du passé. Non, mais c'est juste vraiment une citation. Oui, oui. Ok, je la dirai pas. Mais allez. Non, c'est vraiment genre, il m'a dit un jour, le meilleur moyen de se calmer, c'est de s'énerver. Ouais. Et c'est très vrai. Et je trouve qu'en vrai, c'est comme ça qu'il faut avancer. Faut pas que ce soit nocif. Non, faut pas que ce soit notif, mais tu vois, genre, plutôt que de le subir, Oui. genre, vraiment, genre, exploser à un point, genre, que ce soit maîtrisé, quoi. Oui, c'est ça. Je vois ce que tu veux dire. Mais ça demande beaucoup de temps et... Ouais, ça demande de savoir Compréhension l'exprimer. de Moi, j'ai soi. de la chance parce que je peux l'exprimer par l'écriture, par exemple. Oui, voilà. C'est Mais ça. je sais qu'il y a des gens Canalise. qui internisent, ça se dit pas. Non. Intériorise. Intériorisent, oui. Qui intériorisent vraiment beaucoup ce qu'ils ressentent Mm. et qui ont du mal à l'extérioriser. Et j'ai la chance de pouvoir soit être suffisamment insouciant envers les gens autour de moi pour, pour vraiment exploser quand j'ai besoin d'exploser et dire les choses si j'ai besoin. Enfin, si ça fait trop longtemps que j'intériorise et tout. Mais je sais qu'il y a des gens qui justement le font pas jusqu'à craquer. Ouais. Et je trouve que c'est dans ce genre de moment que c'est dangereux et que... Et que ça peut détruire une relation, ouais. Bah, une relation et même genre une personne, je trouve que... Ouais. Je trouve que quelqu'un qui ne parle pas assez de lui, c'est quelqu'un qui du coup subit un peu trop les relations avec les autres. Enfin en fait, quelqu'un qui porte plus... Enfin ça fait très genre... Poète Moody, Twitter, genre j'écoute tout ce que vous dites mais sous mon masque je saigne ou un truc comme ça. Mais quelqu'un justement qui porte tout ce que les gens lui donnent et qui ne donne jamais aux autres gens, pour moi c'est quelqu'un qui du coup souffre de ça. Donc voilà. C'est pour ça que pour moi c'est important de parler de soi en soi. Oui, mais après il y a des personnes qui ont besoin qu'on leur donne la place plutôt que de la prendre. Oui, oui c'est clair, c'est sûr. Mais du coup, j'avais vraiment une question qui était quelle place tu as dans un dialogue. Je pense qu'on a répondu à la question. Je suis un oppresseur. Je suis dangereux. Je suis dangereux pour vos thèmes de discussion. Ok. Tu me parlais de quoi? Tu me parlais de ton enfance? On va plutôt parler de mon enfance, ouais. Ok, à ce moment-là, machin, il m'a dit ça m'a vexé, vraiment. Et ce qui est drôle, c'est que t'as vraiment un rapport d'autodérision par rapport à ça. Ouais. Et en même temps, tu peux pas t'en empêcher, dans un sens, non? Enfin, t'en as besoin. De quoi? De parler de toi. Enfin, de ramener à toi. Je sais pas trop. Est-ce que ça te vexe de quoi? que je dise ça? Ah non, que les gens du disent tout. ça. Non, je sais que c'est le cas, je sais que je ramène beaucoup à moi. Je sais que je suis plutôt égoïste comme personne. Enfin, en fait... C'est de l'égocentrisme, c'est pas de l'égoïsme. Oui, non, mais ça va dans ce que je veux dire. En fait, je me suis tout le temps considéré comme égoïste. Et du coup, en essayant de faire en sorte que je le sois pas tant que ça. Enfin, je sais pas, un peu de compenser avec ça. Et du coup, l'égocentrisme, je pense que c'est un peu le fait de... Enfin non, du coup, ça me blesse pas parce que je sais que c'est le cas en fait. Enfin, quand je te dis, on va plutôt parler de moi, c'est que Enfin, en fait, je pense que je vais me servir de moi comme autodérision pour... on revient au clown, mais genre pour changer le sujet, quand la personne, par exemple, a besoin de se changer les idées et que je le sens. Et donc voilà. Mais ça te nuit pas à toi, l'autodérision? Non, parce que généralement, c'est des trucs qui sont passés et j'arrive à prendre de la distance avec ça. Et pour moi, si quelqu'un a besoin d'entendre une blague, tu vois, je trouve que c'est important de la faire et que ça lui change les idées même 2 secondes, plutôt que de l'écouter parler de quelque chose de triste et qu'au final ça le laisse dans ce mood de tristesse, tu vois. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois exactement ce que tu veux dire, mais du coup, comment tu sais différencier si la personne a besoin de rire ou a besoin d'être écoutée en fait? Parce que tu fais le choix à sa place. Parce que j'essaie d'écouter quand même beaucoup avant ça, tu vois. Quand on parle en général, j'essaie d'écouter et de mettre un peu à distance et d'être très rationnel là-dessus. Et quand la conversation va arriver à la fin et que la personne a terminé ce qu'elle veut me dire, je vais enchaîner avec quelque chose, genre soit une anecdote en mode putain ça me rappelle que machin, et du coup faire
de ça quelque chose de plus drôle, ou alors faire totalement juste, viens, on change les idées, on fait autre chose, quoi. Mais ça, c'est plus quand moi je suis dans le même mood que la personne en face de moi. J'ai vraiment utilisé mood, je suis influenceur. Mais t'essaies vraiment du coup de sentir quand la personne. Enfin, c'est pas un manque d'écoute quoi. T'essaies de voir quand la personne a vraiment besoin. Enfin, a plus besoin d'être écoutée et peut changer Ouais, d'optique. c'est ça. Ok. Pour moi, c'est quand la personne n'a plus besoin, ouais. Ok, d'accord. Donc tu considères que tu sais quand même écouter. Je considère que je suis nul pour écouter, en vrai. Même si. Mais du coup, j'essaie de le faire. Pas forcément en me forçant, parce qu'en vrai, souvent je fais autre chose en même temps, en me concentrant sur ce que les gens disent. Sur ce que les gens disent, et du coup, genre. Quelque part, je gère. Non, j'ai changé de sujet en fait maintenant. Mais... Tu mets vachement de barrières. Ouais, mais parce que je me connais. Ouais. Parce que je sais que dans 2 minutes, on commence à parler de ma chambre et de mes vêtements. Donc. Je préfère les suites. Non, mais. Enfin. Non, mais voilà. Genre, j'essaie de faire autre chose à côté pour justement essayer de me concentrer. Ok, ouais, un peu hyperactif. Ouais. En vrai, je pense que ouais, y a des bords de ça un peu. Ok. On a assez exploré, je pense, tout ce qui est humour, égocentrisme, etc. Peut-être qu'on y reviendra un peu plus tard. Ok. Mais on n'a pas du tout parlé de corps. Ok. Et j'aimerais bien que tu me dises comment tu te sens dans ton corps. En vrai, vraiment bien. Genre, il y aura quelques... Enfin, non. En fait, non. Alors, arrivé à la fac, j'assumais déjà mon corps. Je commençais déjà à être en mode... j'aime bien qui je suis, tu vois. Mais non, je pense que... Ouais, non, j'aime bien mon corps. Voilà, il a un peu de bide, mais pas mal. Franchement, je me trouve beau. Très bien. Donc les go. Est-ce que tu as des complexes? J'en ai eu. Maintenant, c'est plus trop le cas. Tout petit, mes lunettes ont été un complexe parce que j'aimais pas ça. Et il y a plein de fois où je m'énervais et je les dégageais juste et voilà. Et par miracle, j'en ai jamais cassé de paire. Je les ai perdus, souvent, mais jamais cassés. Mais ça, et j'ai eu beaucoup d'acné à mon adolescence. Ça a été vraiment complexant parce que du coup, genre, j'arrivais au lycée avec beaucoup d'acné. Et quand je vois de vieilles photos de moi, j'étais vraiment en mode... Ah ouais. Ouais, vraiment de ouf. Et je sais pas, genre... le mois d'avant était pas beau. Mais... Est-ce que tu penses que ça te permet de te sentir beau maintenant? Sentir, c'était ça le mot, j'ai bugué. Oui, t'inquiète. Ouais, je pense. Je pense qu'en vrai, ouais, avoir été un moment un peu dégueulasse dans ma vie, enfin me sentir avoir été dégueulasse dans ma vie, c'est vraiment genre un moment où je me dis que... Tu vois, genre... je peux... Enfin, c'est ce qui fait que quand je me vois maintenant dans le miroir, je suis en mode... ok, enfin, c'est bon, tu vois, genre... Ok. Enfin, j'aime bien comment je suis là maintenant, tu vois. Et t'as pas enfin, pas là maintenant qu'on enregistre, mais genre quand je me regarde, voilà. Même si j'aime comment je suis là maintenant. Vas-y, tu es. T'as pas de recrudescence, c'était le mot un peu compliqué du jour, de complexe encore maintenant, parce que tu sais, des fois il y a plein de gens qui ont eu des complexes et qui ne sont plus là, et qui parfois ça revient. Est-ce que toi ça t'arrive? Je pense que si j'ai... Alors j'ai eu un corps très frêle pendant très longtemps. Là maintenant je fais 3m12 donc ça a vraiment changé, donc c'est bien d'utiliser le passé. Mais non, en vrai... C'était de l'ironie. Merci. Personne ne fait 3m12, ok? Ceux qui font 3m12, eh ben bravo à vous. La frustration dans l'âme. Non, en vrai, justement, j'ai eu... En fait, j'ai été très longtemps petit. Ouais. Après, j'ai eu une grosse poussée de croissance, donc j'ai commencé à être pas grand, mais parmi... Enfin, en fait, si grand parmi les gens que je côtoyais, qui n'avaient pas encore eu cette poussée de croissance et tout, donc j'ai eu assez tôt.
Mais ça n'a pas été très long, et comme ça s'est enchaîné sur mon acné, ben, ça n'a pas tellement été un complexe d'avoir un corps pas allumette, on va dire. Mm. Parce qu'en vrai, je faisais un sport encore physique à ce moment-là. Mais, mais du coup, voilà, genre ouais, en fait, si, non, j'ai été. En fait, je faisais du judo. Et au judo, la catégorie, c'est selon le poids. Ouais. Et justement, j'ai eu cette poussée de croissance où j'étais en mode suffisamment grand pour que les autres s'entraînent sur moi. Mais en fait, c'était, enfin, je sais pas comment dire, parce que c'est un peu dans l'esprit du judo où quand t'es partenaire de quelqu'un, tu l'aides à progresser. Et ça marchait, enfin, pour tout le monde, tu vois. Alors, quand moi j'étais avec quelqu'un d'autre, il m'aidait à progresser aussi. Et du coup, j'avais un peu ce truc où j'étais en fait le mec qu'on choisissait pour les combats, mais pas parce que genre j'allais être quelqu'un qui allait avoir du répondant, mais plus parce que j'avais un corps assez, enfin, grand, même si encore une fois j'étais pas non plus une perche, mais genre vraiment assez grand, et que j'étais léger en fait surtout. C'était l'alliance des deux, quoi. Et du coup, bah, genre, c'était plus pendant la période où je faisais du judo où c'était un peu plus un complexe, parce que du coup, c'était pas quelque chose que j'aimais trop. Enfin, c'est quelque chose que j'aimais bien en fait, parce que du coup, j'ai rencontré des gens. Pendant les combats, je parlais beaucoup en fait. Et du coup, enfin voilà. Mais à côté de ça, du coup. Enfin, à côté de ça, en fait, c'était un complexe qui est parti assez vite, puisque finalement, les autres gens, les autres personnes ont grandi autour de moi. Et maintenant, je me considère pas spécialement grand, quoi. Ok. Genre, juste, par exemple, mon petit frère est plus grand que moi, quoi. Donc voilà. Ok. Mais sinon, je pense pas que non, j'ai de recrudescence. D'accord. Bah, c'est bien, c'est plutôt positif. Ouais, ouais, de ouf. En vrai, je suis plutôt fier de ça, genre de pouvoir me dire que même mes lunettes, parce que j'ai pas longtemps, enfin pas longtemps, il y a longtemps, mon meilleur pote a changé ses lunettes pour des lentilles. Et je me suis dit, est-ce que je ferais pas pareil, parce que mes lunettes, j'en ai eu très marre longtemps. Et en fait, je me suis dit, non, en fait, ça fait partie de moi, et enfin voilà quoi. Pour l'instant, et ça me gêne pas. Et en vrai, mon seul regret là-dedans, c'est les lunettes de soleil, où tu dois changer de paire, plutôt que juste rajouter des lunettes que tu as achetées random à n'importe quel endroit. Mais Parce que non. t'es quoi? Je suis myope. Donc tu vois rien si t'enlèves tes lunettes? Ouais. Ah, ok. Enfin, rien de loin, quoi. Ok. Je t'ai jamais vu sans, d'ailleurs. Ouais. Bah, c'est pas plus mal. Non, parce que du coup, je suis tellement genre habitué à les avoir que je préfère mon visage avec, quoi, au final. Okay. Et après, enfin, je dis ça, mais il y a plein de fois où je me regarde sans, et je suis en mode. C'est bien aussi, tu vois. Enfin, je sais pas, genre, comment dire ça, mais où j'aime bien mon corps, et je mets mes lunettes, je suis en mode, ok, enfin, ça change rien, quoi. Ok. Ok. Donc là, on enregistre le silence pour ceux qui. Non, c'est parce que. En fait, quand je prépare mes interviews, il y a vraiment il y a une progression que je fais dans ma tête, mais pourtant je sais très bien que ça va pas forcément se passer comme ça avec l'interview parce que ça dépend pas que de moi. Et toi, en fait, quand on a commencé à parler de tes émotions, de vulnérabilité, on a vraiment anticipé la fin de mon interview. Bah, je suis dans le futur. Et du coup, je crois qu'on a presque tout dit. Oh non. Je veux encore parler de moi. Ok, alors le CM2. Mais je voulais te poser une question autre qui était de quoi as-tu peur? Alors, en vrai, très bonne question. Merci. Bah, de rien. Parce que pendant très longtemps, j'étais incapable de répondre parce que j'ai pas de phobie. Ouais. Et j'ai pas de trucs qui vraiment me font ultra peur. Je peux avoir peur d'une araignée, mais parce que ça me surprend. Genre, plus qu'autre chose, et que je vais me monter la tête tout seul en mode ok, putain, elle va bouger et tout. Enfin voilà, alors qu'en fait, enfin voilà quoi. Mais non, en vrai, j'ai pas. Enfin, jusque-là, je pensais ne pas avoir de peur. Et je pense qu'en vrai, ma seule peur, c'est le fait d'être tout seul. Mais paradoxalement, j'en ai aussi besoin. Donc en soi, ça va et j'arrive très souvent à le compenser. Et quand c'est pas le cas, en général, soit je l'écris et voilà, soit j'en parle avec quelqu'un qui. Souvent c'est tard dans la nuit. Mais
Normal. Mais voilà, mais parce que ouais, il y a un moment où. Parce que du coup, genre, je me couche souvent tard. Et il y a un moment où, arrivé minuit, 1h, il y a une phase où tous les gens commencent à se déconnecter. Et normal, ils vont se coucher quoi. Et moi pas. Et tu sais, enfin, quand tu discutes avec les gens et que tu fais quelque chose en même temps, en fait, ça fait genre comme un vide. Ouais. Et très vite, plus rien n'a de sens. Et quand il est 3h du matin, un jeudi soir, et que t'es. Genre, soit tes potes ils sont sortis, et du coup ils parlent pas, normal. Soit ils sont couchés, et toi t'es là, mais putain, genre. Enfin, c'est vide quoi en fait. Et du coup, ouais, non, il y a ce truc où la nuit c'est à la fois effrayant parce que je me retrouve parfois tout seul, et d'autres fois où j'aime trop être tout seul. Et ça me Ouais. fait trop de bien de justement mettre tout le monde de côté. Et du coup, là quoi. Ok. C'est un paradoxe, je crois qu'on retrouve beaucoup chez beaucoup de personnes. Moi, ouais. C'est un peu... Est-ce que tu te considères comme introverti ou extraverti? Bon, je pense qu'on peut dire que je suis extraverti quand même. Ouais, mais t'as quand même besoin de solitude. Ouais, mais je pense que c'est lié juste à mon rapport avec l'écriture, Ok. où je m'isole juste moi, parce que je sais que s'il y a quelqu'un qui est connecté, je vais sortir de mon roman à chaque réponse Ouais. pour lui en parler par exemple, ou Ouais, de ok. tout ce que je peux écrire quoi. Donc voilà, je pense que ouais, c'est plus genre je suis extraverti, mais je me pose tout seul des limites Ouais. parce que je me connais et que justement je sais que j'ai tendance à parler aux gens. Et du coup là. Ok. On arrive sur mes 2 dernières questions. Que je crois que tu connais déjà. Et on a un peu répondu, mais peut-être qu'on va aller autre part. Est-ce que tu t'aimes? Et comment? Je me déteste. Non, je m'aime beaucoup. Je m'aime dans ma sincérité en fait. Euh, comment? Je pense que c'est dans ma façon de me parler à moi-même. Et donc j'ai un carnet dans lequel je parle tout seul souvent, qui est mon carnet de pensée. Et en fait, c'est mon deuxième. Le premier avait pas trop cette forme, mais là vraiment, genre ça prend la forme que prenait l'autre sur la fin. Et c'est plus des. En fait, quand je relis tout ce que j'ai pu écrire, tu viens de regarder l'heure, c'est ça? Non, j'étais en train de me dire que mon ventre allait peut-être faire un énorme bruit. Ok. J'ai fait une grimace, c'est pour ça. Il est 3h du matin, vraiment. C'est faux. Non, je crois que ça va là. En plus, ça t'a coupé. Oui. Genre, t'écris Je des terminerai. pensées dans des carnets. Oui. Non, ouais, j'ai écrit mes pensées et parfois je me relis. Je me relis quand je suis pas bien et que. Enfin, quand je suis pas bien. Je me relis justement des fois juste par pure curiosité et par envie de me rappeler de choses que j'ai écrites. Et je me rends compte que je suis quelqu'un de plutôt fort psychologiquement et j'en suis assez fier dans le sens où quand quelque chose ne va pas, je vais essayer de le régler ou je vais compenser avec autre chose pour aller mieux. Et très souvent c'est l'écriture. Et justement, je suis assez fier de pouvoir prendre du recul sur ça. Et donc, en fait, ouais, c'est ça. J'aime beaucoup le fait de pouvoir prendre du recul sur ça, de pouvoir m'adresser à moi et de me dire ok, vas-y, t'as pris cher, c'est chiant, c'est pas grave, maintenant on rebondit, on réagit, il y a ça, il y a ça, il y a ça, faut qu'on fasse ça, et on s'accroche, et voilà, on va y arriver, c'est tout. Et, et ouais, non, très souvent ça ressemble à ça en fait, mes textes dans mon carnet. C'est très souvent genre me dire que qu'est-ce qui va pas, essayer de mettre des mots sur ce qui va pas, et le comprendre quoi. Et je pense que ça, ouais, je peux en être fier. Et ce truc de. Alors, ça aussi, en vrai, bon, je suis plutôt fier, c'est vraiment genre ce truc de clown, de pouvoir changer les idées aux gens. Et je pense que ça se retrouve dans le fait que j'ai envie d'écrire, parce qu'en vrai, je considère qu'à partir du moment où tu crées quelque chose, si tu peux faire sortir les gens de leur vie, aussi mauvaise soit-elle pendant un temps, genre, moi, je trouve que c'est quelque chose que tu dois faire. C'est Jacques Brel, je crois, qui dit ça en plus. C'est vrai, c'est beau. Et en vrai, je trouve que genre, c'est aider à la hauteur de ce que tu peux faire. Et je pense que ce que je peux faire de mieux, justement, c'est aider genre, en faisant quelque chose que j'aime. Donc au final, voilà quoi. Ouais. Ok, donc il y a aussi un besoin d'apporter au monde. Un peu, non? Ouais, bah ça c'est complètement l'ego par contre. Ouais, c'est vraiment genre, l'ego, mais... regardez-moi, je vais tous vous niquer.
Ouais, Non, et en mais- même temps, je vais tous vous niquer, je vais tous vous détendre et je vais tous aider à Non, mais alléger ouais. votre vie, tu vois. Ouais, ouais. Mais il n'y a que moi qui vais le faire. Non, parce que, genre, justement, je considère que beaucoup de personnes peuvent faire ça Mm. et que si je peux le faire, tant mieux. Ouais. Si je suis le seul à le faire, enfin, c'est pas encore mieux, mais c'est mieux parce que justement, personne l'a fait avant et que du coup, genre, ça aide quelqu'un, donc voilà. Mais si d'autres personnes le font, enfin, c'est juste, genre, rajouter et je sais pas, approfondir en fait Ouais. le soin entre guillemets que tu peux donner à quelqu'un qui va pas bien, quoi. Ok. Et est-ce que... quel est le lien de ma pensée? Attends. C'est Ah pas oui, moi qui va écrire pour aider Ouais. les gens. Est-ce que, par rapport au fait que tu soulignes ton ego, est-ce que tu penses aussi écrire pour avoir une place dans la société, dans le monde, dans l'histoire, ne pas mourir, etc. Ouais. Ouais, ok. Non, en vrai, ouais, parce qu'en vrai, genre, on en a parlé déjà, mais et c'est sûrement très con, mais genre, pour moi, je considère que l'écriture, c'est tout ce que j'ai. Mhm. Et même si en vrai, j'ai des amis en or, j'ai une famille très aimante qui me soutient énormément, malgré le fait que je fasse des études qui n'aillent pour l'instant nulle part, et que je fasse justement que ce que j'aime. Euh, Malgré tout ça, je considère que mon, justement, ce que je sais faire de mieux, c'est écrire, et que ce que je veux faire, enfin, que ouais, en fait, c'est ça, c'est que c'est tout ce que j'ai, et que c'est la meilleure chose que je puisse avoir pour être quelqu'un plus tard, pour avoir un métier plus tard. Mhm. Et donc, ouais, en fait, c'est ça. Je pense que c'est juste lié au fait que l'écriture, pour moi, c'est ma meilleure arme. Mhm. Et que ça fait, du coup, longtemps que je connais ça, en fait. Et genre, je pense que mieux que moi-même, je connais l'écriture, entre gros guillemets, mieux que je me connais moi, parce que pour moi, c'est plus simple d'écrire les choses que de les lire Ouais. oralement, quoi. Donc c'est vraiment... L'écriture, c'est ton ego, en fait. Enfin, tu confonds un peu les deux. Toi, c'est l'écriture et... Malgré le fait que t'es un pseudo, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un rapport très... sinon fusionnel, du mal à se détacher de ça. Ah oui, mais et c'est à sûr. être autre chose, tu vois. C'est sûr, c'est sûr. Parce que même si j'aime faire des blagues, je pense pas que j'écrirai des blagues, tu vois. Ouais. Enfin, c'est pas dans ma dynamique en tout cas pour Mais l'instant. de toute façon, écrire des blagues, c'est toujours écrire. Oui, Tu mais vois oui, ce que je veux dire? clairement. Mais non, mais je veux dire, genre, c'est quelque chose qui est très oral et quelque chose que je fais, genre. Pour moi, c'est plus dans le développement de ma personnalité orale Ouais. que dans mon écriture. Et ouais, non, je pense que ouais, il y a beaucoup de moi dans l'écriture parce que justement parce que je suis passionné et que Mm. c'est un truc qui me tient à cœur depuis beaucoup trop longtemps pour que je l'abandonne comme ça, quoi. Ouais. Ok, ben là nous avons encore un gros teasing si vous voulez en savoir plus sur Louis et l'écriture. Parce que oui, il y a encore beaucoup de choses à dire. Un Ouais. podcast de un peu plus d'une demi-heure. Et encore, je pense qu'on peut faire un deuxième épisode. De 3 heures sur l'écriture. Ben, il y aura du coup un autre épisode où Louis parlera que d'écriture pour approfondir ça. Avant de conclure cette interview, je vais te poser la dernière question que je pose. C'est comment tu te sens maintenant que tu as passé pas mal de temps du coup à parler de toi? Mais je vais te donner la réponse que je t'avais donnée quand je t'avais dit que j'avais trop hâte. Méga bien. Ouais. En vrai, je suis bien, non voilà. Ok. Je suis assez. Genre, justement, j'avais un coup de mou avant. Ouais. Et non, là, ça va beaucoup mieux. Mais moi je me sens mieux aussi qu'avant l'interview. Avant l'interview, j'étais vraiment très... Ouais. dans un état très bizarre. C'était Mais d'ailleurs très chiant. Mais... oui, non mais je suis assez chiante quand je suis Non, dans ça. c'est une blague surtout. Calme-toi. T'inquiète pas. Exemple de quand je prends à cœur. Non mais oui, enfin de toute façon... Bon bref, j'étais dans une humeur très compliquée avant l'interview et je suis contente de m'être forcée à la commencer. Parce que maintenant ça va mieux. Je t'ai forcément. Voilà. Je veux parler de moi, fais l'interview, je vais te parler de moi. On coupera là. J'habite au. J'ai pas compris.
Non, moi non plus. T'as dit j'habite ou m'habite? Non, j'ai dit j'habite parce Ah que je oui. comptais balancer le début de mon adresse. Mais pourquoi faire? Je sais pas, je trouve ça trop drôle de commencer à balancer des trucs. Et C'est en fait, j'ai envie de te faire chier et que tu rajoutes des bips, tu sais, au montage. Ah, c'est pour niquer mon montage que tu veux faire ça. Il y a moyen que je le laisse. Hein. Ouais, je sais, c'est pour ça Vraiment. que c'est pour ça que j'ai pas terminé la phrase. Vraiment, c'est ta merde. C'est pour ça que j'ai pas terminé. Voilà, ben on va conclure sur cette belle phrase. Vraiment, c'est ta merde. Ce sera le titre de ce podcast et de mon autobiographie qui sortira le 15 janvier. Jamais. J'arrête l'élan de Louis qui veut faire encore 15 blagues de plus. Ouais, je m'arrête aussi. Donc, très bien. Et merci d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à le dire à Louis aussi si vous voulez. Si vous avez envie de participer à Intimité Partagée, vous pouvez m'envoyer un message, il y aura tous les liens dans la description. Et ça me ferait vraiment très plaisir. Mais en tout cas, ouais, merci d'écouter. Je travaille sur d'autres formats plus courts pour les personnes qui m'ont dit que c'était un peu long. Je vous ai entendu, vraiment. Et je vais faire en sorte... Vas-y, t'allais dire quoi? Non, je vais dire pourquoi pas du best-of. Des best-of, bah, il faut qu'il y ait beaucoup plus de contenu avant qu'il y ait des best-of, non? Non, mais tu sais, genre des versions genre compilées, mais vraiment genre. Ah ouais, tu veux la vraiment me réponse faire terminée. bosser. Non, non. Non, mais je te dis ça, genre juste. Enfin, comme ça quoi. Ouais, non, ouais, ça peut être une idée. Si vous voulez des best-of selon l'idée de Louis, dites-le moi. Ouais. Enfin, des versions Si vous voulez réduites. m'engager aussi comme directeur artistique. MDR. Voilà, merci d'avoir écouté. Plein d'amour sur vous. De soleil, il fait beau en ce moment, je crois. Non, il repleut. Bah, il faisait beau il y a pas longtemps, donc j'espère que vous avez profité du soleil. Et ça reviendra. Bah voilà, belle vie. Et à bientôt sur Intimité Partagée. La bise. Merci.